Bonjour à tous, bonjour mesdames et messieurs, merci encore aujourd'hui d'être présents en nombre pour ce troisième volet de webinaire concernant le livre blanc sur la décarbonation de l'industrie, écrit par Natran et GRDF. Donc c'est l'avant-dernier volet. Nous allons aborder aujourd'hui une thématique un petit peu nouvelle, avec un acronyme peut-être un peu barbare pour certains d'entre vous, le CCUS. On va aborder cette thématique avec trois experts qui sont avec nous aujourd'hui. Isaline Graveau du BRGM qui va nous présenter, nous faire un petit peu une overview du stockage géologique de CO2. Puis ensuite, Adrien Allais pour le Club CO2 qui sera avec nous aujourd'hui pour faire un état des lieux et parler des perspectives concernant la valorisation du CO2 et du bio-CO2. Et puis, en troisième intervenant, Patrick Crouza de la société FIF-Pillard, qui nous fera un zoom sur cet équipement en devenir qui est la chaudière choc, qui est une chaudière vapeur qui fonctionne à l'oxycombustion. Mais Patrick vous en parlera en détail. Je vais faire cette introduction pour revenir sur notamment un schéma que certains d'entre vous ont déjà vu, ceux notamment qui ont téléchargé le livre blanc, qui présente les différents leviers dans le cadre d'une procédure, d'une démarche de décarbonation. Donc, vous vous rappelez bien évidemment des tout premiers leviers 1 et 2 qui consistent déjà à mesurer vos consommations, puis à faire tout ce qui est possible pour limiter la consommation énergétique en passant notamment par des étapes d'efficacité, puis de récupération de chaleur fatale quand il en reste, pour essayer de consommer un minimum d'énergie. Puis après, un levier qui vous permet, le levier 3, de faire un mix énergétique, notamment avec des gaz renouvelables. Et là, on va s'attaquer au levier 6, là, que vous voyez au centre de ce schéma, qui est la capture et le stockage de CO2. Alors, c'est une thématique avec plusieurs sous-parties, et on va passer ces sous-parties une à une pour que vous ayez une meilleure connaissance de cette notion qui est un peu nouvelle, on n'en parle que depuis quelques années. Donc, je reviens et je passe très rapidement sur les éléments dont je vous ai déjà parlé, donc les aspects sobriété énergétique. Je reviens quand même dessus parce que ça reste quand même quelque chose de très important, et pour celles et ceux aujourd'hui qui sont présents et qui n'auraient pas eu la chance de suivre les webinaires précédents, on a évoqué ces thématiques-là lors de nos deux premiers webinaires, et on se tient bien évidemment à votre disposition, Natran et GRDF, pour continuer à aborder ces thématiques de sobriété, d'efficacité énergétique et de mix avec des ENR. Et là, on va effectivement faire un zoom sur la capture du CO2, ce sixième levier, qui va porter sur des éléments comme les émissions de procédés industriels, les émissions qu'on va appeler dures à abattre, et même pour certains procédés dans lesquels on n'a pas d'autre choix que de récupérer ce CO2 parce qu'on ne pourra pas utiliser d'autres technologies de décarbonation. Alors, il y a un certain nombre d'acronymes que vous avez, pour certains d'entre vous, déjà vus, CCUS, CCS, CCU, etc. Donc, il y a de l'anglais, il y a du français. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je vais faire une petite présentation de l'ensemble de ces acronymes. Donc, en fait, pour parler de capture de CO2, il faut des sources de CO2. Donc, vous voyez à gauche de l'écran, là, un certain nombre de sources de CO2, notamment des émissions qui peuvent être biogéniques. Donc, le B dans BECS, c'est biogénique. Et puis, en bas, des sources de combustion fossile. Alors, vous êtes des industriels, donc vous utilisez des combustibles encore aujourd'hui essentiellement fossiles, mais qui, bien évidemment, vont devenir de plus en plus biogéniques, puisque les réseaux se verdissent, notamment les réseaux du transporteur Natran, mais aussi du distributeur GRDF, dont on injecte de plus en plus dans nos réseaux des gaz biogéniques. Aujourd'hui, on est à plus de 800 unités de méthanisation qui injectent sur le réseau de GRDF notamment, et ça représente plus de 5% aujourd'hui du gaz qui est vectorisé dans l'ensemble des réseaux.
Donc, cette source de CO2 qui est émise lorsqu'on fait une combustion, notamment dans vos usines, elle a deux issues possibles. La première, c'est la valorisation, c'est-à-dire qu'on va récupérer ce CO2 pour ensuite le réutiliser. Aujourd'hui, un ordre de grandeur, c'est environ entre 500 000 et 1 million de tonnes, le marché, on va dire, du CO2. Pour les usages dans l'agroalimentaire, dans la chimie, dans les matériaux, il y a un certain nombre d'usages où on a besoin de récupérer ce CO2 pour le réutiliser. Donc, c'est une source de valeur. C'est vendu, bah, vous êtes bien au courant, pour certains d'entre vous, vous achetez déjà du CO2 notamment. Et puis, demain, il va y avoir de nouvelles sources de CO2, mais aussi de nouveaux usages. Vous avez sans doute entendu parler des e-SAF ou des e-méthanol, e-kérosène, etc. Donc, toute cette nébuleuse des carburants nouvelle génération qui utiliseront du CO2 et de l'hydrogène vert notamment pour être fabriqués. Et donc, ce sont des, des carburants qui sont moins impactants pour l'environnement puisqu'ils récupèrent eux-mêmes du CO2 qui aura été capté en sortie notamment d'usines. Et puis la deuxième grande famille, c'est le CCS, du coup, donc là on perd le U qui est utilisé pour utilisation et le S qui veut dire stockage. Donc Isaline Graveau du BRGN nous expliquera ça plus en détail par la suite. Mais l'idée, c'est que au lieu de réutiliser ce CO2 qu'on aura capté, on va l'enfouir durablement en sous-sol pour, au final, éviter qu'il soit émis dans l'atmosphère. Et ça a un intérêt notamment pour vous, industriels, et aujourd'hui pour ceux qui sont soumis à l'ETS 1, puisque vous pouvez déduire de vos émissions carbone l'ensemble de ce que vous pourriez stocker et séquestrer de manière durable dans le sous-sol. Et puis demain, peut-être que l'ETS2 utilisera aussi ce type de mécanisme. Donc, c'est l'ensemble de ces briques-là que je viens de résumer, j'espère, de manière claire et rapide, qui forment le CCUS, donc Carbon Capture, Utilisation and Storage, ça c'est l'acronyme anglais, et puis CSCV, c'est la même chose en français, capture et stockage du carbone et valorisation à la place, donc un V à la place d'un U. Le dernier point que j'ai un peu abordé, c'est que le B, quand vous verrez du B devant ces acronymes-là, c'est biologique ou biologique. Donc, c'est toutes ces émissions de CO2 qui vont être produites à partir d'organismes, enfin de matériaux qui sont biosourcés, notamment par exemple le biométhane qu'on fabrique dans les méthaniseurs. Si on l'utilise pour de la combustion, et ben le CO2 qui sort de cette combustion, c'est du bio-CO2. Voilà. Et donc, si on l'enfouit, ben voilà, on va faire du BECS. Et voilà. D'où l'intérêt de ce B dans l'acronyme. Je vais laisser la main à Sylvie Jadoul de Natran pour vous présenter la fin de cette introduction avant de passer au BRGM. Merci à tous encore de votre fidélité et d'être aussi nombreux que pour les précédents opus. À très bientôt. Bonjour. Écoutez, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui autour du sujet du CCUS. Et là, nous allons faire un focus sur la petite pastille orange que vous avez vue précédemment, qui était à partie captage, pour donner une overview, mais vraiment très synthétique, des différentes familles pour capter le CO2. Donc, on voit sur ce schéma qu'il y a différentes pistes qui peuvent se faire. Donc, la première, c'est effectivement de regarder les fumées et d'aller... qui c'est qui joue avec les slides? Voilà. Et d'aller voir, de mettre une brique technologique supplémentaire en sortie de cheminée pour aller capter le CO2 qu'on a après la combustion ou en émission de CO2 de procédé. Parce qu'on peut retrouver aussi ça, elles vont être dans les fumées. Et donc, on va aller les rechercher. Et là, on peut se retrouver avec des émissions qui sont plutôt peu concentrées.
Voilà, on est à 5-15%. Donc ça, c'est la première famille de captage, donc une brique technologique qui vient en plus. Et après, il y a d'autres familles qui permettent de reconcentrer ce CO2 avant d'arriver dans la cheminée. Donc une, c'est de la précombustion. Alors qu'est-ce qu'on appelle de la précombustion? C'est finalement, on va transformer la molécule amont pour séparer d'un côté l'hydrogène, de l'autre côté le CO2. Et du coup, voilà, quand on envoie l'hydrogène, eh ben, il a plus de CO2 et on l'a capté en amont et on a eu un flux de CO2 qui était concentré. Et dans certains flux de procédés, notamment en matière première, ben, voilà, le CO2 aussi dans des flux plus concentrés, on a craqué en amont pour récupérer. Et ce CO2 peut être récupéré de façon plus concentrée. Donc ça, c'est une troisième famille. Et il y a une autre famille qui est la famille de l'oxycombustion. C'est modifier la façon de faire la combustion en amont en retirant l'azote et en le faisant donc avec de l'oxygène. Et là, on se retrouve avec des fumées très concentrées en CO2 en sortie de cheminée qui permettent un conditionnement finalement de ce CO2 beaucoup plus simple et évite des installations assez compliquées. On sait que en post-combustion, on a des installations assez importantes, notamment aux amines, hein, qui sont les plus matures et qui peuvent être assez importantes à exploiter. Donc, voilà, rapidement dresser les différentes familles. Si vous allez dans le livre blanc, il y a un petit peu plus d'explications pour aller plus loin. Ça permet de savoir, vous, par rapport à votre procédé, où vous pouvez vous positionner. Et après, vous allez avoir sur l'oxycombustion le focus sur la chaudière choc qui sera en fin de ce webinaire. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus. Là, on est vraiment sur la troisième famille que j'ai explicitée, c'est la famille oxycombustion. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, on se pose la question de, mais oui, voilà, j'ai capté mon CO2, j'ai peut-être des stockages, mais entre les deux, comment je vais pouvoir faire ce transport de CO2 et qu'est-ce qui se passe? Et qu'il y a des choses qui émergent de façon concrète. Et là, en fait, il y a des perspectives de développement d'infrastructures hein, qui sont prévues et qui viennent finalement se confronter aux objectifs du gouvernement court, moyen et plus long terme de captage de CO2. Donc, ça va démarrer dans un premier temps au niveau des hubs les plus émetteurs. Hein. On voit que ça se fait sur les zones portuaires, pas aéro du tout. Donc, on a notamment au niveau de Dunkerque, au niveau de Fos, voilà, on retrouve vers Nantes et dans le sud-ouest, là où on a des possibilités de stockage sur un champ déplété vers lac. Donc là, c'est la première partie, ça vise 4 à 8 millions de tonnes de CO2, hein, ce qui est tout à fait en lien avec la cible du gouvernement, donc avec des hubs d'environ 1000 km de réseau de CO2 qui sont vus. Moyen terme, on irait chercher un peu plus à l'intérieur des terres et on commencerait des premières interconnexions entre les grandes zones de consommation. Là, c'est plutôt, voilà, on se retrouvait plutôt avec 4 macrozones et 2000 à 2100 km de réseau. Et la vision plus long terme, et là, ça va dépendre si on trouve des stockages onshore ou si les flux les échanges internationaux peuvent être plus importants. On voit un réseau mature plutôt autour de 2700 km de réseau. Donc, on voit quelque chose qui reste relativement, voilà, qui se développe, mais dans un niveau relativement modéré et qui va finalement dans les cibles des 30 à 50 millions de tonnes de CO2 captées à plus long terme. Alors ça, c'est la vision, mais aujourd'hui, qu'en est-il des projets plus concrets et c'est ça que je vais vous montrer donc dans la foulée, c'est les projets qui sont en cours au niveau de la France, dans lequel, de notre côté, Natran, on est engagé très, très fortement sur 3 projets. Tous ces projets-là sont des projets qui se regroupent là où vous avez pu voir la première carte que je viens de vous présenter sur les projets portuaires. Hein, on revoit au niveau de Fos, au niveau de Dunkerque, on revoit Nantes, on revoit la zone du Havre et de la vallée de la Seine et la zone du sud-ouest. Là, on a des projets qui ont été labellisés PCI, un projet d'intérêt commun par la Commission, ce qui ouvre la possibilité à des financements européens. Et pour certains d'entre eux, notamment 3 projets portés par, deux portés par Natran, pardon, je m'embrouille. On a eu un financement CEF, Connecting Europe Facilities, qui permettent d'aller plus loin. Et c'est des projets qui sont déjà bien avancés, hein, qui sont en démarche de permitting
et en concertation publique, notamment sur GoCO2, de concertation sur laquelle vous pouvez parfaitement intervenir. Également, la vision se poursuit parce que sur la zone nord-est, il y a un travail qui est en cours et dans lequel un appel à manifestation d'intérêt va démarrer la semaine prochaine, hein, le 16 décembre. Il va y avoir un lancement. Et là, on est sur l'étape d'après, c'est-à-dire là, ce que je vous ai montré, c'est les projets sur la première phase, hein, le plus court terme, et sur le milieu terme est en train d'être préparé aujourd'hui. On travaille donc sur la préfaisabilité d'un projet qui regrouperait les émissions qui se trouvent dans l'est de la France, dans le nord et du côté de la vallée de la Seine pour le ramener vers un pipe qui irait vers la mer du Nord et notamment vers la Norvège. Et donc là, on voit qu'on est en train de préparer déjà l'étape 2. Donc vraiment, il y a des projets concrets qui sont en place et qui avancent et qui ont des financements européens pour progresser. Voilà brossé le tableau, hein, d'avancement sur ces projets d'infrastructure qui sont structurants. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir passer la parole à Isaline, hein, qui est notre deuxième intervenante sur la partie stockage géologique du CO2. Isaline, je te passe la main. Merci Sylvie. Donc je suis Aline Graveau du BRGM, donc le Bureau de recherche géologique et minière. Donc le BRGM, c'est un établissement public de référence dans le domaine des sciences de la Terre et de l'environnement. On travaille sur différents domaines comme la connaissance du sous-sol, également de la ressource en eau souterraine, de la ressource minérale, minière et aussi à l'usage du sous-sol pour la transition énergétique, notamment tout ce qui est géothermie, hydrogène, mais aussi voilà, le stockage de CO2. Mon objectif aujourd'hui, c'est de donner quelques éléments, un éclairage technique sur cette partie sous-sol qui est en général assez nouvelle pour nombre de personnes qui s'intéressent au CCS de manière générale. Le stockage, qu'est-ce que le stockage géologique du CO2, comment ça fonctionne? Donc, le principe, comme vous avez compris, c'est vraiment de stocker le CO2 de manière permanente, définitive, dans le sous-sol, en tout cas l'isoler de l'atmosphère. Et donc, pour ce faire, on va utiliser des réservoirs géologiques. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'un réservoir géologique, comme un réservoir, par exemple, de pétrole ou de gaz, ce n'est pas une cavité dans le sous-sol, mais c'est une roche. Voilà, c'est une formation géologique composée d'une roche poreuse et perméable. Donc, typiquement, ça va être des roches comme les grès. Je vous ai mis un petit exemple d'échantillon de grès. Donc, les grès, c'est les rochers, par exemple, de la forêt de Fontainebleau. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose de très dur et tangible. Ensuite, sinon, les réservoirs peuvent être aussi des roches calcaires. Donc, ce type de formation géologique, on les trouve dans le sous-sol. Ça peut être soit des anciens réservoirs de pétrole ou de gaz qui sont épuisés et qu'on peut réutiliser pour stocker du CO2 à l'intérieur, soit ce qu'on appelle des aquifères salins profonds. C'est-à-dire que ce sont donc des roches profondes initialement remplies d'eau salée. Parce que plus on descend en profondeur dans le sous-sol, plus les eaux sont chargées en minéraux. Et donc, ce sont aux profondeurs que nous ciblons, ce sont des eaux qui sont de toute façon beaucoup trop salées, plus salées que l'eau de mer, et donc impropres à la consommation. Donc, l'idée, c'est d'aller stocker, séquestrer de manière permanente le CO2 dans ce type de réservoir. Les profondeurs qu'on envisage, c'est au-delà de 800 mètres de profondeur, voire même 1000 mètres de profondeur, c'est-à-dire à plus d'un kilomètre de la surface, voire même 2 kilomètres pour certains projets.
Pourquoi à ces profondeurs-là? Donc, au-delà du fait que ce sont du coup des eaux qui sont impropres à la consommation, c'est parce qu'il y a un phénomène, c'est pour avoir du CO2 en phase naturellement dense. Parce qu'en fait, les conditions de pression et de température dans le sous-sol, plus on descend en profondeur, plus la température et la pression sont élevées. Ce qui fait que le CO2 est naturellement à un état très dense. Ce qui permet donc de gagner en quantité de CO2 qu'on va pouvoir stocker dans un même volume. Et puis cette disposition, enfin voilà, ces roches réservoirs, on peut les trouver à la fois onshore ou offshore. En fait, c'est exactement le même principe. C'est juste qu'en dessous du fond marin, il y a ces roches géologiques. Mais donc voilà, le stockage peut se faire à la fois onshore, offshore, c'est exactement le même principe. Alors, comment on peut piéger finalement le CO2 dans le réservoir et comment on peut s'assurer qu'il y reste définitivement? Donc, en fait, l'objectif du stockage de CO2, c'est d'identifier un réservoir qui va être un piège pour le CO2. Premier mécanisme, c'est le piégeage, ce qu'on appelle structurel, parce qu'on va euh, sélectionner un réservoir qui va être voilà, donc là, une bonne roche voilà, dans laquelle on va pouvoir injecter le CO2, donc bien perméable et poreuse, mais recouverte d'une autre couche géologique qui va être, elle, imperméable. Typiquement, ça va être des argiles et avec une certaine épaisseur afin de faire qu'on appelle une roche couverture au sommet du réservoir et donc empêcher mécaniquement la remontée du CO2 vers les niveaux supérieurs. Donc, on va injecter le CO2 par l'intermédiaire d'un puits, d'un forage, et le CO2 va rester dans le réservoir dans lequel il a été injecté. Quand le CO2 est injecté dans le réservoir, en fait, il va se migrer à travers la porosité de la roche, donc entre les grains de la roche, dans l'espace entre ces grains. Et il va être aussi naturellement en fait piégé dans la tortuosité de la roche il va voilà par des phénomènes de capillarité. Ensuite, le CO2 va avoir aussi tendance à se dissoudre dans l'eau naturellement présente dans le réservoir, notamment quand on utilise des aquifères salins comme réservoir de stockage. Et donc, de cette manière, il va être naturellement piégé définitivement dans le réservoir. Et même sur le très long terme, suivant la nature de la roche, le CO2 peut réagir aussi avec, le CO2 dissous dans l'eau peut réagir avec certains minéraux pour justement reformer d'autres minéraux dans lesquels le carbone est emprisonné sous forme minérale. Donc ça va être vraiment du stockage définitif. Donc tous ces phénomènes, en fait, vont permettre voilà, de séquestrer le CO2 dans le réservoir. La question qu'on se pose, voilà, c'est est-ce qu'on a du potentiel pour stocker le CO2 sur le territoire métropolitain en France? Donc, il faut savoir que voilà, les zones favorables où on va trouver ces roches réservoirs dont je vous parlais, ce qu'on appelle les bassins sédimentaires. Donc, c'est les roches que vous voyez, là, vous avez la carte géologique de la France, c'est des roches qui sont plutôt en jaune, enfin du jaune jusqu'au bleu. Voilà, donc c'est les roches sédimentaires. Donc on va les retrouver dans ce qu'on appelle le bassin de Paris, donc c'est le quart nord de la France, mais également le bassin aquitain et puis autour de la vallée du Rhône, dans le sud-est. Il y a une étude qui a été réalisée l'année dernière à la demande de la Direction générale de l'énergie et du climat pour faire une première estimation du potentiel national de stockage. Donc, elle a été réalisée par un consortium de partenaires que vous voyez du coup, sur cette carte. On arrive au total à des estimations dans les réservoirs de pétrole et de gaz épuisés, on aurait autour de 700 millions de tonnes de capacité de potentiel de stockage, et dans les aquifères salins profonds, plus de 2 millions de tonnes onshore et un peu moins de 2 millions de tonnes offshore. Mais bon, il s'agit vraiment de premières estimations à grande échelle
et que voilà, il y a ensuite besoin d'études beaucoup plus ciblées localement pour affiner ces potentiels. Et puis également, je voulais donner quelques échelles de temps sur comment voilà, un stockage peut se développer. Voilà, pour vous donner un exemple, première étude qui a été faite là, ça se situerait vraiment au début d'une phase de screening. Mais ensuite, ça demande plusieurs années de développement avant d'arriver à des opérations concrètes de stockage, hein. Donc, il y a toutes les étapes de sélection de sites, de caractérisation du réservoir, de design des opérations. Et tout ça, ça peut prendre jusqu'à une dizaine d'années. Ensuite, des opérations de stockage, ça nécessite une certaine période de construction des installations, notamment forer un puits d'injection. Et les opérations de stockage en elles-mêmes, c'est typiquement de l'injection de CO2 pendant une trentaine d'années, hein, afin de maximiser la capacité du réservoir et puis de rentabiliser aussi les investissements réalisés. Et à la fin de la période d'injection, une fois que la capacité maximum est atteinte, les puits sont fermés et il y a une période de surveillance qui suit. Donc, dans la réglementation, donc il n'y a pas encore de stockage en France, mais ça vous donne une échelle de temps des échelles ouais, des durées de développement en fait, de projets. Sachant que dans la réglementation française, ce sera assez encadré, hein. Il y a besoin de demander un permis exclusif de recherche pour la phase de développement pré-opérationnel, afin de caractériser notre réservoir. Et ensuite, pour pouvoir développer une opération de stockage, il faut absolument avoir une concession de stockage de CO2, donc faire la demande auprès des autorités. Et également, pour pouvoir fermer un stockage, il y a aussi une nécessité de devoir surveiller ensuite le stockage pendant 30 ans avant de transférer la responsabilité à l'État. Et donc, toute cette période de surveillance, je vais revenir en arrière parce que donc, la surveillance du stockage commence pendant les opérations, bien sûr, et se poursuit après la fermeture. Ça répond voilà, aux besoins tout ce qui est requis en termes de sécurité du stockage. C'est effectivement le stockage de CO2 en Europe, même si il n'y a pas encore beaucoup de projets qui sont développés. La réglementation, en revanche, est déjà opérationnelle. Il y a une directive européenne qui date de 2009 qui définit exactement tout ce qui est requis pour un stockage de CO2 et notamment avec un focus sur la sécurité du stockage. Donc, si on développe un projet, il faut s'assurer que le stockage, dans les conditions qui sont prévues, ne présente aucun risque pour la santé et l'environnement. Et cette directive européenne est traduite mot pour mot, littéralement, dans la réglementation française, dans le Code de l'environnement. Et il y a même des lignes de conduite pour la sécurité des sites de stockage qui ont été développées par différents partenaires industriels, non, justement institutionnels, spécialistes du sous-sol, donc, dont le BRGM, mais également l'INERIS et les mines de Paris. Et je vais passer à la suite. Donc, tout ça pour vous dire que le stockage de CO2 voilà, est régi par un ensemble de réglementations, de standards et de bonnes pratiques qu'on peut mettre en place différentes techniques pour surveiller le stockage, pour pouvoir voir l'extension du CO2 dans le réservoir, pour pouvoir s'assurer de l'absence de fuite. C'est une demande de la réglementation d'élaborer un plan de surveillance, mais c'est vraiment de toute façon les bonnes pratiques. Et il y a différentes méthodes qui permettent de suivre le stockage, donc les suivi des pressions en fin de puits. Mais on peut également imager le panache de CO2 avec différentes techniques de géophysique. On peut surveiller aussi, mesurer les gaz du sol en surface pour s'assurer de l'absence de fuite. Puis là, c'était quelques mots sur la place le rôle du stockage de CO2
dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, c'est, comme il a été dit auparavant, le stockage de CO2, c'est une technologie parmi les autres à mettre en place pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est tout à fait complémentaire, notamment au point de vue industriel, de toutes les autres technos de décarbonation qu'on peut mettre en place. Mais ça reste une techno incontournable à développer si on veut atteindre nos objectifs climatiques. C'est le GIEC qui le dit. Et au niveau européen, il y a aussi le Net Zero Industry Act. Donc l'Europe a un objectif de développer 50 millions de tonnes de CO2, de capacité de stockage par an d'ici 2030. Donc 2030, c'est après-demain, voire même demain. Et il y a aussi le règlement en fait impose aux producteurs d'hydrocarbures de l'Union européenne de participer aux efforts de développement de capacités de stockage au prorata de leur production d'hydrocarbures. Et en France, nous avons donc un début de stratégie CCUS, notamment développé dans le rapport de juillet 2024 du ministère de l'économie, qui fait un état des lieux et une perspective de déploiement du CCS en France. Juste pour donner un ordre de grandeur, pour la France, les objectifs pour 2030, c'est capter 4 à 8 millions de tonnes de CO2 par an déjà. Voilà, je vais passer la main à mes collègues pour la suite. Merci Isaline pour cette présentation très claire. Et je propose qu'on passe la parole à Adrien Allais qui va nous parler de la partie U de CCUS, donc la partie valorisation, usage plutôt, puisque c'est U. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Je m'appelle Adrien Allais et du coup je suis le pilote du groupe de travail valorisation du CO2 au Club CO2. Un mot rapide sur le Club CO2. C'est une association française qui regroupe un peu moins d'une centaine d'industriels, d'acteurs industriels et du monde académique également, autour de la chaîne de valeur du captage, transport, stockage et valorisation du CO2. Et pour faire simple, la mission principale du club, c'est de produire de la connaissance qui est ensuite diffusée à l'intérieur du club, évidemment, et aussi à l'extérieur à l'occasion d'événements particuliers, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Donc, le CCU, il vous a été déjà un petit peu présenté. Donc, on parle effectivement d'une chaîne de valeur qui consiste à utiliser la molécule de CO2 et plus particulièrement l'atome de carbone de la molécule de CO2 pour pouvoir en faire un produit ou un service. J'appelle ça un service, par exemple dans le cas des carburants qui ont été également évoqués. Donc valoriser le CO2, ça permet notamment d'éviter d'extraire de nouvelles ressources fossiles en recyclant le carbone du CO2. Ça permet de substituer aussi donc, par des molécules bas carbone, parce que l'un des intérêts, on le verra, c'est quand même de proposer des services ou des produits qui ont un bénéfice climatique par rapport à l'utilisation de molécules fossiles. Et c'est des produits dont on a besoin aujourd'hui tous les jours. Et puis, ça permet aussi, pour une application en particulier, la minéralisation, de réduire la quantité de CO2 dans l'atmosphère lorsqu'elle est finalement stockée durablement dans un produit. Ça a été aussi évoqué pour vous donner un peu des ordres de grandeur de l'utilisation qui est déjà faite aujourd'hui du CO2. C'est une utilisation qui couvre des secteurs en majorité, donc le secteur agroalimentaire, dont on attend une légère croissance dans les années à venir. C'est aussi le secteur de la production des engrais à travers l'urée, qui devrait baisser dans les prochaines années du fait de la progression ou transformation de pratiques agricoles. Et puis, on a un tas d'autres applications. On peut citer par exemple les extincteurs, mais voilà, il y en a d'autres aussi qui devraient rester stables dans les prochaines années. Et tout ça, aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 800 000 tonnes par an qui sont consommées, utilisées en France. Et puis, il y a une partie aussi qui n'est pas marchande, ce qui fait un total d'émissions de CO2 utilisées plutôt autour d'1 million de tonnes.
annuels. Donc c'est une utilisation du CO2 qui se fait plutôt de manière directe, donc sans transformation de la molécule, on vient d'en parler. Mais on a aujourd'hui des secteurs, des applications qui se développent et qui se développent grâce à la conversion du CO2. Donc une conversion à travers des réactions et qui couvre des produits comme les carburants, donc le méthane, le méthanol, le kérosène, donc c'est des chaînes carbonées, des hydrocarbures, des applications aussi de produits chimiques avec des intermédiaires de la chimie, encore une fois le méthanol ou le méthane, mais aussi des précurseurs de plastique avec des polymères qui aujourd'hui sont issus de ressources fossiles. Et puis, comme je vous en parlais, des matériaux de construction qui peuvent piéger du CO2 de manière tout à fait durable et dans le temps. Et puis une dernière aussi qui consiste à cultiver des microalgues. Là, il y a une conversion, je dirais, indirectement chimique, puisqu'une fois qu'on a récolté les algues, on les transforme pour en faire une nouvelle fois des biocarburants, par exemple, mais aussi des produits chimiques. Donc, double objectif, que je le rappelle, d'une part, diminuer l'utilisation de ressources fossiles, donc à terme éviter d'extraire du carbone du sous-sol et faire finalement un cyclage du carbone entre l'atmosphère et les produits, et puis évidemment diminuer de manière significative l'impact climatique de l'utilisation de tous ces produits. Quand on transforme du CO2, selon le produit qu'on va viser et fabriquer, on va consommer du coup plus ou moins de CO2. Ce que je vous présente là, c'est issu d'une étude qu'on a faite au Club CO2, via le Club CO2, et qui montre d'une part que pour les agrégats, le stockage dans les matériaux de construction, on va pouvoir stocker très peu de CO2, mais vu la taille du marché et le poids que représentent les granulats, ce type d'application aurait un potentiel absolument phénoménal de stockage de CO2 à long terme. Et puis si on se dirige de l'autre côté vers les hydrocarbures, et notamment les carburants classiques qu'on connaît, voilà, on va stocker des ordres de grandeur de 3 tonnes de CO2 par tonne de produit, ce qui correspond finalement à ce qui est émis au moment de l'utilisation de la combustion de ces carburants. Là encore, le potentiel de marché est assez énorme vu la quantité de carburants fossiles qu'aujourd'hui on consomme. Utiliser le CO2 aussi en fonction de l'application et de la transformation qu'on va en faire, ça nécessite des conditions en termes de pureté ou d'opération, c'est-à-dire de pression et de température, qui vont être différentes, avec d'un côté pour les microalgues ou donc la carbonatation minérale, les matériaux de construction, assez peu d'exigences sur la pureté de la molécule qu'on va utiliser, tandis que pour les carburants et les applications plutôt la conversion chimique, là on va avoir des exigences assez fortes sur la pureté du CO2 du fait de la conversion chimique et de l'utilisation de catalyseurs. Ça veut dire que pour un émetteur de CO2, il va y avoir potentiellement des traitements significatifs pour éliminer toutes les impuretés, les polluants du flux des fumées. Alors, est-ce que ça décarbone d'utiliser du CO2, de recycler du carbone finalement? Alors, pour le stockage, évidemment, dans les produits de construction, la question est assez évidente. Pour les usages type carburant, voire produits de consommation courante, intermédiaires chimiques, la réponse est oui. Ceci dit, il faut regarder l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que dans le schéma qui vous est présenté là, sur la gauche, on voit un cas sans valorisation de CO2, où vous voyez que l'émetteur initial a son émission, évidemment, et puis dans le cas d'une application de carburant maritime, avec du méthanol par exemple, des émissions liées à la consommation de carburant fossile.
Quand on vient recycler du CO2 pour en faire du méthanol de synthèse, qui sert aussi de carburant maritime, les émissions à la fin sont toujours les mêmes pour le maritime. Tout l'intérêt vient du fait qu'on a évité les émissions au départ chez l'émetteur initial et qu'au milieu, le procédé de transformation du CO2 et de l'hydrogène ici en carburant maritime a été bas carbone. Ça veut dire qu'on a utilisé de l'hydrogène produit par électrolyse de l'eau, dans ce cas-là, avec de l'électricité renouvelable ou bas carbone. Donc le bénéfice climatique, il est là. Ça permet vraiment de décarboner des usages, en l'occurrence ici le transport maritime. Mais il faut regarder l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire faire une analyse sur l'ensemble du cycle de vie de la molécule, en incluant toutes les consommations énergétiques de l'ensemble de la chaîne de valeur, pour s'assurer que le bénéfice climatique est bien là. Et puis il y a aussi, du coup, sur la droite du slide, la dimension de temporalité de stockage du CO2, où là, on va avoir évidemment toute la gamme de temporalité, avec du très court terme dans les carburants, évidemment, du moyen terme sur des produits chimiques dont on ne maîtrise pas totalement la durée de vie, et puis le long terme avec le stockage sous forme minérale dans les matériaux de construction. Alors tout ça, aujourd'hui, comment est-ce que c'est en train d'émerger, ces nouvelles utilisations, conversions? Tout ça se fait en Europe, du moins, grâce à un cadre qui est globalement cohérent, un cadre réglementaire globalement cohérent, porté par l'Union européenne. Je passe assez rapidement sur toutes ces législations qui sont en train de se mettre en place au niveau européen, voire déjà en place, pour faire un focus sur les usages de carburant qui sont aujourd'hui assez prometteurs et qui se développent assez fortement. Où, voilà, sur la gauche, je vous montre simplement les objectifs d'incorporation de carburants de synthèse, c'est-à-dire des carburants fabriqués à partir d'utilisation de CO2, de recyclage de CO2, que ce soit pour le secteur aérien ou pour le secteur maritime. Ces deux secteurs-là, qui ont de grosses difficultés à se décarboner autrement que par des molécules du coup liquides, carburants qu'on connaît aujourd'hui, et qui donc ont un intérêt à avoir les mêmes molécules, mais qui sont produites à partir de recyclage ou d'utilisation de CO2. J'attire votre attention sur deux points. Le premier, c'est que la Commission européenne met un stop à l'utilisation de CO2 fossile à partir de 2041. Voilà, on pourra en reparler si vous le souhaitez, mais ça c'est quelque chose à avoir en tête. Voilà, ça signifie qu'à partir de 2041, on ne pourra faire des carburants de synthèse qu'à partir de CO2 dit biogénique, donc potentiellement venant de biomasse ou de l'atmosphère. Et puis le deuxième point, c'est une exigence forte sur l'impact, justement, le bénéfice climatique de l'utilisation de ces carburants, en exigeant un abattement d'au moins 70% des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie par rapport à la référence fossile. Là, c'est pour assurer une décarbonation des usages. Donc je finis. Je finis, ça tombe bien, c'est mon dernier slide. Donc ce que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui au sujet de l'utilisation du CO2, c'est que c'est à considérer comme complémentaire du CCS, comme solution pour décarboner ou défossiliser des secteurs. Il faut que ça se déploie de manière concomitante, voilà, puisque ça partage notamment toutes les briques amont de la chaîne de valeur, c'est-à-dire le captage et le transport, du moins pour des utilisations massives. Je vous ai parlé aussi de la réglementation qui a regardé très précisément pour anticiper les exigences et les évolutions. Et puis, le dernier point sur lequel je veux insister, c'est que on parle de le faire maintenant, en fait, parce que un peu comme le CCS, c'est des choses qui mettent du temps à se déployer, qui nécessitent des permis pour une implantation en France. Et donc, si on veut pouvoir bénéficier de molécules de synthèse, par exemple de carburant, dès 2030, c'est maintenant que ça se passe. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie pour votre attention et puis ravi de prendre vos questions. Merci Adrien pour cette présentation. Je propose maintenant qu'on aille faire le focus sur une technologie qui permet de reconcentrer le CO2 en sortie de cheminée et donc de parler de la chaudière choc. Patrick, c'est à toi.
Bonjour, merci Sylvie et merci Adrien. Bonjour à toutes et à tous. Présentation du dispositif Choc. Donc, un petit sommaire de cette présentation. Alors, je me présente Patrick Crouzat, société FIV Pillard. Je suis responsable des ventes dans le domaine de l'énergie, essentiellement en France. Donc, le sommaire de notre présentation, donc une petite présentation de FIV. Qu'est-ce que Choc? Présentation du consortium. Qu'est-ce qu'une chaudière classique? Qu'est-ce qu'une chaudière Choc? Est-ce qu'il existe une chaudière Choc en marche? Et ensuite, le bénéfice environnemental que l'on peut tirer de ce dispositif Choc. Donc, présentation de la société FIV, donc, à laquelle j'appartiens par le biais de la société FIV Pillard. FIV est un groupe international d'ingénierie industrielle qui conçoit et réalise des machines, des équipements de procédés, des lignes de fabrication pour les plus grands industriels mondiaux. Pour ma part, j'appartiens à FIV Pillard, qui est un groupe français, comme FIV, créé il y a à peu près 100 ans, qui conçoit, réalise des brûleurs, notamment dans les domaines de l'énergie et de la cimenterie. FIV, pour sa part, existe depuis plus de 200 ans. Alors, qu'est-ce que la Choc et qu'est-ce que le consortium Choc? La Choc est une chaudière conçue par un consortium de 16 entreprises. 16 entreprises françaises avec le soutien de l'ADEME et de France 2030. Alors, il faut voir que ces 16 entreprises ont mis en commun leurs compétences, leur savoir-faire et leurs briques technologiques pour développer cette chaudière dont l'objectif est de réduire de 90 à 95% les émissions de CO2 par rapport à une chaudière classique. Donc, parmi les membres du consortium, vous avez principalement 5 acteurs fabricants qui sont pour le fabricant de brûleurs FIV Pillard, pour la chaudière Babcock-Vanson et pour le dispositif de carbone capture vers des mobiles. Et ensuite, vous avez des membres qui sont financeurs tels que Natran, Total Energy, GRDF, et ensuite des membres observateurs. Donc le leader du consortium Choc est Naldeo et Natran est le coordinateur. Alors, qu'est-ce qu'une chaudière classique? Une chaudière classique, dont beaucoup d'entre vous doivent déjà le savoir, une chaudière est composée d'un corps de chauffe et d'un brûleur dont l'objectif est de produire une combustion par un mélange gaz naturel avec de l'air. Juste rajouter mon pointeur. Donc, le brûleur installé sur la chaudière utilise le gaz naturel et le mélange à l'air pour produire une flamme et donc une oxydation thermique du gaz naturel. Cette oxydation thermique va produire de la chaleur qui va être utilisée dans un procédé et la résultante de cette combustion est la production de fumées qui sont composées principalement d'azote atmosphérique, de gaz carbonique et d'eau. Donc voilà le principe d'une chaudière, sachant que le bilan CO2, de production de CO2 par l'oxydation du gaz naturel par la combustion est de 275 kg de gaz carbonique, CO2, par mégawattheure de gaz naturel brûlé. Maintenant, nous allons parler de la chaudière Choc. Qu'est-ce que la chaudière Choc? La chaudière Choc remplit les mêmes fonctions qu'une chaudière classique, c'est-à-dire qu'elle est là pour produire de la chaleur qui va être utilisée chez un utilisateur en forme de vapeur ou de chaude pour du chauffage ou de l'eau surchauffée. Donc, la chaudière Choc se distingue par le fait qu'on y a apporté plusieurs briques technologiques, notamment au niveau du brûleur, qui cette fois ne va pas fonctionner par une combustion de gaz naturel avec de l'air, mais par une combustion du gaz naturel avec de l'oxygène pur. Donc, FIV Pillard a développé un brûleur spécifiquement pour cette application. Donc, l'objectif est finalement de produire une flamme également, comme l'a précédemment sur la chaudière classique. Cette flamme
va générer la chaleur qui va produire, qui va réchauffer un fluide cataloporteur qui sera utilisé dans le procédé du client. Mais à la différence de tout à l'heure, les fumées qui sont produites par ce brûleur d'oxycombustion ne sont plus composées que essentiellement d'eau et de CO2. L'avantage est que l'on réduit le volume de fumée, mais également on concentre ces deux molécules, l'eau et le dioxyde de carbone, afin de pouvoir mieux les capter. Donc en sortie de chaudière, l'eau est principalement captée par un système de condensation. Une fois que toute l'eau a été éliminée de l'équation et donc de la composition des fumées, il ne vous reste plus que le gaz carbonique qui sort du système de condensation, que vous pouvez simplement capturer et purifier à hauteur de 99%, 99,9%, pour pouvoir ensuite le stocker et soit l'enfouir, soit l'utiliser. Donc, les avantages d'une chaudière choc. Le premier avantage, c'est que le brûleur que Fife-Pillard a développé, le brûleur Pillard Oxyflamme, est un brûleur qui produit de très très faibles émissions de NOx. Donc, vous savez ce que sont les NOx, ce sont des oxydes d'azote, ce sont des molécules qui sont produites par l'oxydation de l'atmosphère, de l'azote atmosphérique qui est présent dans l'air lors de la combustion. Comme dans un brûleur d'oxycombustion, nous n'utilisons plus d'air mais de l'oxygène, il n'y a plus cette oxydation et la faible quantité d'azote qui se retrouve dans la combustion produit de très faibles émissions de NOx grâce au dispositif notamment du brûleur lui-même. Le deuxième avantage d'une chaudière choc est son rendement. De par le fait que le volume des fumées sortant de la chaudière est réduit par rapport à une chaudière classique, le rendement peut être affiché supérieur à 95% sur une chaudière. C'est-à-dire que donc, pour une certaine quantité de gaz que vous mettez, vous avez quand même une meilleure récupération énergétique que dans le cas d'une chaudière classique. Il faut savoir également que ce rendement étant au minimum de 95%, peut être augmenté par le fait que si l'on condense et récupère l'eau des fumées, ça peut augmenter le rendement à plus de 100% parce que vous récupérez la chaleur latente de condensation ou vaporisation de l'eau. Le troisième avantage de la chaudière choc est que finalement, donc vous avez un gaz carbonique qui est récupéré à hauteur de plus de 90% par rapport à une chaudière classique. Donc on n'a pas mis 100% parce que le dispositif choc lui-même produit un petit peu de CO2, mais donc on arrive à un système de captation de 247 kg par mégawattheure de gaz naturel consommé sur une chaudière. Donc là, nous avons parlé du concept de la chaudière choc. Maintenant, la question que nous nous posons, c'est existe-t-il une chaudière quelque part choc qui soit en service, que l'on puisse visiter? Donc, je vous reparle du consortium que j'ai présenté en début de slide. Donc, notre consortium a non seulement conçu, mais également réalisé un démonstrateur qui est présent à Villers-Saint-Paul, dans l'Oise, et qui a été mis en service cet été, donc qui est visitable, dans lequel nous avons reproduit finalement le microcosme à échelle réduite, de microcosme du principe de la chaudière choc, à savoir donc une chaudière avec son brûleur, un stockage d'oxygène pour produire la combustion, de la vapeur qui est récupérée par un industriel et du CO2 qui est capté pour être ensuite réutilisé, convoyé par camion ou stocké sur des sites environnants. Donc, en quelques images, voilà le démonstrateur tel qu'il fonctionne depuis cet été. Donc, vous voyez ici la chaudière avec son condenseur en sortie, le brûleur Pillard Oxyflamme, donc alimenté en gaz naturel, en oxygène, voire en biogaz. On a prévu aussi une utilisation de biogaz pour faire en sorte que les démonstrateurs soient un puits de carbone. Vous voyez ici, donc ça c'est la vue intérieure du bâtiment, et vous avez ensuite les équipements extérieurs au bâtiment, avec notamment la colonne de stockage
de CO2 qui a été capté et purifié, et ici le stockage de l'oxygène qui va servir à l'oxycombustion. Ici, vous voyez les différents équipements qui permettent la captation du CO2 en sortie de chaudière. Alors, quel est le bénéfice environnemental de ce dispositif? Si l'on raisonne à l'échelon national, comme cela a été dit un petit peu précédemment, on pourrait équiper plus de 2000 chaudières industrielles classiques par ce dispositif choc en France. Alors, cela représenterait quand même une réduction des émissions de CO2 qui serait très, très conséquente et qui représenterait à peu près 8 millions de tonnes de CO2 par an, l'équivalent de 4,5 millions d'allers-retours entre Paris et New York. Donc, il n'est pas la peine de vous dire que ces systèmes seraient vertueux et nous permettraient tous de réduire nos émissions de CO2. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Patrick pour cette présentation. Je pense qu'on va avoir le temps pour prendre une ou deux questions à l'oral. Je regarde un petit peu ce qui est remonté. La question, il y avait une question notamment pour Isaline, pour le PRGM. Est-ce qu'on a une idée de la capacité, ce que représente la capacité de stockage de CO2 en France, sur le territoire métropolitain par rapport à nos émissions annuelles? Alors, je veux dire qu'à ce stade, pour l'instant, on ne peut vraiment pas comparer les deux, parce que c'est vraiment des estimations à grande échelle théoriques. Et donc, après, de toute façon, les capacités de stockage, c'est ce qu'on aura pu développer aussi. Donc, on ne peut pas tout de suite mettre en relation ces chiffres avec les émissions, mais donc les objectifs au niveau français, c'est de stocker 4 à 8 millions de tonnes déjà d'ici 2030. Donc, a priori, ce ne sera pas en France. Là, il y a des projets qui visent d'envoyer le CO2, d'exporter dans des stockages dans d'autres pays. Donc, voilà. Et après, effectivement, l'objectif serait peut-être de développer des stockages en France, mais à voir pour quel ordre de grandeur. Pour l'instant, je ne peux pas répondre à cette question-là. Très bien. Et j'avais une autre question en fait pour toi également, qui était en lien quand vous étudiez les infrastructures, enfin les cavités, enfin c'est pas vraiment des cavités, comme tu nous l'as expliqué, on était vraiment sur la roche poreuse. Comment on regardait la structure géologique, l'interaction avec les nappes aquifères autour, comment est-ce qu'il y avait des risques, comment c'était maîtrisé? Du coup, l'objectif en fait du choix de la sélection d'un site, c'est justement pour que le stockage se fasse en toute sécurité, donc pour éviter les risques de fuite essentiellement, parce que déjà, si on veut stocker le CO2, c'est pour l'isoler de l'atmosphère, donc on a intérêt à ce qu'il y reste confiné de manière permanente. Et on fait des simulations sur un millier d'années, et l'objectif, c'est de choisir le réservoir avec cette couverture, l'absence de failles ou de chemin de fuite pour justement éviter que le CO2 ait des chances de remonter. Et puis également, il faut avoir conscience que c'est des réservoirs très profonds. Donc, déjà, l'absence de chemin de fuite, et puis ensuite, après, l'absence de chemin de fuite jusqu'à la surface, là, ça devient vraiment des choses de plus en plus improbables. Enfin, disons qu'on choisit le réservoir de manière à ce que le CO2 soit stocké de manière sûre et permanente. On fait justement toutes les études de caractérisation du réservoir sont pour identifier, confirmer l'absence de chemin de fuite potentiel, et puis caractériser la roche, vérifier quelle est justement la résistance mécanique pour bien rester dans les pressions d'injection en dessous des seuils de sécurité définis pour éviter justement, comme c'était demandé dans la question, de perturber l'environnement géologique, vraiment de rester dans. Mais après, le stockage de gaz de manière générale, c'est déjà quelque chose qui se fait. L'injection de fluide dans le sous-sol, d'eau en particulier, c'est aussi des choses qui se font. Donc, il y a vraiment un retour d'expérience aussi pour ce genre d'opération.
Donc voilà, mais donc l'idée, c'est de bien connaître notre réservoir et de choisir de manière à justement éviter soit les fuites, soit les perturbations, on va dire, du sous-sol. Merci pour cette réponse. Il y a pas mal de questions autour de la choc, et notamment, Patrick, autour des questions sur le coût énergétique de la production d'O2, en fait, l'alimentation en oxygène, puisque là, on doit s'alimenter en oxygène. Voilà, quel est le coût supplémentaire et le coût de la production de chaleur du CO2. Si on a quelques éléments qu'on peut brièvement donner, il nous reste, voilà, on va dire une petite minute, parce que là, on arrive presque au bout de notre temps. Donc, ça va être très ardu de répondre en une minute, mais je te Alors, laisse la parole. oui, alors je ne vais pas répondre de façon directe, mais la meilleure façon de répondre à ces questions, c'est de nous interroger sur des projets précis. Nous avons fait des études justement de total cost of ownership sur ce type de projet. Les coûts de CO2 ou les coûts d'oxygène dépendent vraiment des régions, des proximités d'industriels pour fournir l'oxygène. Donc, de façon générale, le coût d'achat d'une tonne d'oxygène est d'environ 80 €, mais encore une fois, c'est à voir spécifiquement sur chaque projet. Et le coût de production de chaleur par un dispositif choc est plus élevé, bien sûr, que sur 20 ans, j'entends bien sur 20 ans, plus élevé qu'une chaudière glace classique. Mais si on intègre la possibilité de revendre, de réutiliser le CO2, donc en fonction des sites, en fonction des cas, on peut réduire le coût de la production de chaleur à des niveaux inférieurs au prix d'une chaudière biomasse, par exemple. Merci beaucoup pour cet éclairage. Et je pense qu'il y a des possibilités en se rapprochant des interlocuteurs. Vous avez des interlocuteurs GRDF et Natran. Voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Et voilà, je pense qu'on arrive au bout de ce webinaire. Je pense qu'il y a eu beaucoup de réponses qui ont été faites par écrit. Donc, merci à nos modérateurs. Et merci à vous tous d'avoir suivi ce webinaire, d'avoir été attentifs. Le prochain rendez-vous est le 5 février, même heure, 11h. Sur la partie mobilité au BioGNV. Donc, on vous attend tous aussi nombreux que sur ces différents webinaires pour ce dernier volet sur le livre blanc. Et je vous souhaite un bon appétit, une bonne fin de journée. Au revoir et merci beaucoup à nos intervenants. Merci.